Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Eh oui, les vraies voix sur Sud Radio sont au garde à vous, avec Xena la guerrière, que l'on appelle aussi Babette de Rosière. Et dans les tranchées, deux guerriers, des vaillants, oui, très vaillants, Binger et Rossi. Notre grand débat, Covid-19, la bataille est-elle gagnée contre la maladie? Comme l'a dit le président Macron hier à l'occasion du lancement de l'année De Gaulle dans l'Aisne. 0826 300 300, vous êtes les bienvenus pour en parler avec nous, évidemment. Et puis les réseaux sociaux, tiens, Philippe Rossi, ça donne quoi? J'allais dire Philippe Rossi, je sais pas pourquoi. Je vous prends pour un roast beef. Voilà. Oui. On me l'a déjà dit. Ah bon, d'accord. Allez, oui, dans les réseaux sociaux Twitter et Facebook, c'est à peu près le même score et c'est un grand non, non à 91%. Non, la bataille n'est pas encore gagnée. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Nos invités, Frédéric Lapostole, professeur de médecine d'urgence à l'hôpital Avicenne de Bobigny en Seine-Saint-Denis. Bonsoir et merci une nouvelle fois d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Et puis Paul-André Rosenthal, bonsoir. Vous êtes historien des populations et professeur des universités à Sciences Po. Frédéric Lapostole, Macron, chef de guerre, fait cette déclaration hier dans l'Aisne pour lancer l'année De Gaulle. On écoute le président, tendez bien l'oreille. Pour gagner cette bataille, parce que c'est la solidité et l'esprit de responsabilité de nos concitoyens qui a permis de stopper l'épidémie. Bon, alors, Frédéric Lapostole, est-ce que oui ou non, il a raison le président, l'épidémie est stoppée? Je ne serai pas celui qui dit que c'est gagné. Ah, donc on sent la divergence déjà avec le président, on sent le... Ouais. Hein? Ben c'est vrai, Frédéric. En tout cas, je crains que ce ne soit prématuré de l'annoncer. Ça ne veut pas dire que c'est faux, hein. Ça ne veut pas dire que c'est faux, mais c'est manifestement prématuré. Vous savez qu'il y a des experts qui prédisent une deuxième vague. Certains disent même qu'elle sera plus meurtrière que la première. D'autres disent qu'il n'y en aura pas. C'est compliqué de s'y retrouver et ça me paraît, pour le scientifique que je suis, compliqué de faire un tel pronostic. Est-ce qu'il a tort, le président, quand il dit ça? Parce que je rappelle quand même juste une chose. Les Français l'entendent. Et donc ça peut avoir des conséquences derrière. Alors, ce serait fâcheux que ce type de remarque incite à une démobilisation sur le respect des gestes de protection. Maintenant, il y a dans les propos du président de la République une composante politique dont je lui laisse l'entière responsabilité. Et le scientifique que je suis trouve que c'est prématuré de le dire, quels que soient nos espoirs et nos sentiments. Ouais. Pierre-André Rosenthal, est-ce qu'il a raison, Macron, d'utiliser ce ressort qu'il utilise en permanence maintenant, c'est-à-dire le ressort de la guerre, le ressort de la bataille, etc., contre le Covid? Alors, tout d'abord, moi, je partagerai les mêmes réserves que mon collègue, et pour les mêmes raisons, et la même difficulté de pouvoir prédire... vous avez bien un avis sur ce qu'a dit le président? En revanche, ce qu'on peut considérer, c'est que, et là, au fond, de ce point de vue-là, on pourrait presque reprendre le même vocabulaire. Ce qui est certain, c'est qu'un premier objectif a été atteint. Je ne sais pas si c'était une première bataille, mais je pense que ce qui était l'objectif premier, à mon avis, a été atteint, c'est-à-dire d'éviter ce qui aurait été, ce qu'on appelait, ce qu'on redoutait comme étant un pic épidémique absolument catastrophique qui aurait débordé les hôpitaux. Dans une large mesure, cet objectif-là, à mon avis, a été atteint. Ouais. Alors hier dans l'Aisne, tout le monde n'avait pas de masque à la demande de l'Élysée. À la demande du président, oui. Cherchez l'erreur. On écoute l'un des invités, Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France. Il a fait retirer les masques à l'ensemble des élus présents, puis regardez, là, les gens discutent, ils sont à moins d'un mètre. Voilà, c'est pour ça. Le port du masque, il faut faire attention. Voilà, l'Élysée avait fait retirer les masques aux élus qui étaient présents pour cette cérémonie, alors qu'en même temps, on nous dit qu'il faut porter le masque. Babette de Rosière, vous pensez quoi de tout ça, vous? Je ne sais pas si le président a une boule de cristal.
Mais en attendant, il serait mieux de porter des réserves sur ça parce que si on continue à dire qu'on a gagné la bataille, ça veut dire que les jeunes, je comprends pourquoi ils sont dehors, sans masque, sans protection et tout. Non, on n'a rien gagné du tout. Il a parlé de guerre, mais on est loin de gagner la guerre et surtout pas la bataille. Ouais. Il faudrait qu'il mette des réserves, à moins qu'il ait des informations que nous n'avons pas. Mais ça m'étonnerait parce que la preuve, l'école primaire, là, les gens ont attrapé le Covid et ça y est, on a dû refermer. Là, le virus est bien là et il faut faire attention pour que le virus ne revienne pas en force. C'est vrai, c'est vrai. Philippe Binger, on va demander à Philippe Binger, lui, ce qu'il en pense de tout ça, parce que c'est vrai que, bon, entre la guerre qui nous ressort en permanence, ou bien alors la bataille qu'il met en scène hier quand même, alors qu'on lance l'année de Gaulle, si on lit entre les lignes, et on en reparlera tout à l'heure dans les vraies voix politiques, ça pose quand même pas mal de questions. On se dit, le garçon se positionne quand même, voire il se prend pour. Bon, ça, on en parlera tout à l'heure. Mais quand même, il y a quand même des choses à dire par rapport aux déclaration du président. Là, c'était moins la guerre, d'ailleurs, Christophe, que l'envie d'annoncer une bonne nouvelle. Mais je rejoins nos deux professionnels, même si on peut considérer qu'en effet, il y a peut-être des éléments positifs qui laissent penser qu'on sort peu à peu du pire, il était de toute manière maladroit de le dire. Et je rejoins en quelque sorte une préoccupation constante à l'égard du président, ou bien qui fait des discours d'une générosité facile, un peu abstraite, ou bien qui se réserve toujours le droit d'annoncer des bonnes nouvelles de manière prématurée, tandis que les autres sont au charbon. Moi, je trouve que c'est absurde par rapport à la déclaration qu'il a faite il y a 3 jours. Il avait dit « ça commence bien, mais il ne faut pas crier victoire ». Les généralistes disent qu'ils sentent un relâchement. Donc, cette phrase du président, elle est très maladroite, encore une fois, et elle donne désespoir prématurément alors qu'il faut garder une tension forte. Frédéric Lapostole, le scientifique, quelle est la situation aujourd'hui? Presque 500 morts, encore hier quand même, ce sont les chiffres qu'on nous présente chaque soir, presque 500 morts encore hier. Ça se calme ou pas concrètement? Alors oui, ça se calme, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le calme d'aujourd'hui est lié au confinement et que l'effet du déconfinement, on ne peut pas encore le sentir. Si on revient au R0, qui définit le nombre de personnes qu'une personne contagieuse va contaminer, qui est actuellement inférieur à 1. Ça veut dire qu'une personne contaminée contamine moins d'une personne, ce qui est indispensable pour que disparaisse le virus. La crainte, c'est que les contacts étant multipliés, ce chiffre remonte progressivement. Mais ce chiffre-là ne peut pas passer en quelques jours de 0,6 à 5 pour faire exploser l'épidémie. Donc l'augmentation ne peut commencer que doucement et compte tenu du fait que nous sommes juste à une semaine, que la période d'incubation est de l'ordre de 5 jours, il est absolument évident qu'on ne peut pas voir aujourd'hui même de frémissement d'une reprise éventuelle de l'épidémie. Donc c'est une raison supplémentaire pour ne pas crier victoire et surtout ne pas se relâcher. Mais ça veut dire qu'on pourra avoir une vision de ce qui se passe réellement d'ici combien de jours à peu près? 10 jours, 12 jours, 15 jours? Tout le paradoxe va être que moins ça reprend, plus ce sera compliqué d'affirmer qu'on en est sorti. Oui. Parce qu'il faudra que le R0 reste très bas, donc une personne contaminée en contamine peu, et jusqu'au moment où il n'y aura plus du tout de virus qui circule. Mais moins on se contaminera, plus il sera long de pouvoir affirmer que définitivement on a tourné la page. Non, parce que là, par exemple, c'est vrai que c'est un paradoxe, c'est un peu le cercle sans fin, quoi, ce que vous nous racontez. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on n'en sortira jamais, parce que peut-être qu'on va rester à un niveau assez bas, mais que le virus finalement sera toujours là. Moi, je me disais, par exemple, en préparant cette interview tout à l'heure, je me disais, bon, on n'arrête pas d'entendre que le virus circule moins. Ça veut peut-être dire que d'ici le 15 juin ou le 1er juillet, l'épidémie est oubliée. Alors, il y a des facteurs extérieurs qui ne sont pas encore complètement maîtrisés, parmi lesquels l'influence de la température, de l'hygrométrie, et puis le plus gros des facteurs, c'est notre comportement. Il faut comprendre que pour se débarrasser du virus et mettre fin à une épidémie, il n'y a que 2 solutions. Qu'il y ait suffisamment de personnes immunisées pour que le virus ne trouve plus de site où proliférer, il n'y a plus d'individus qu'il peut contaminer, ou bien qu'il ne soit plus transmis d'un individu à l'autre,
et il va mourir quand il va disparaître d'un individu et il n'aura été transmis à personne. Et évidemment, cette deuxième façon de se débarrasser du virus est plus longue, puisqu'il faut attendre que tous ceux qui sont malades soient guéris sans avoir transmis la maladie à qui que ce soit d'autre. On va entendre dans quelques instants Valérie qui nous appelle de Toulouse au 0826 300 300, mais je voulais poser une petite question à Pierre-André Rosenthal qui est avec nous. Vous avez construit une grille de lecture objective pour comparer la mortalité liée au Covid-19 dans 24 pays, et je voyais que la France se situait parmi les élèves dits moyens, c'est-à-dire... Oui, alors j'ai comparé 24 pays pour la plupart des pays riches, donc à peu près comparables à la France. La France se situe effectivement à peu près en moyenne. Elle se situe à un niveau qui correspondait au fond au fait que c'est un pays qui a à la fois fait un gros effort de santé collectif, a de très bonnes infrastructures sanitaires qui nous ont protégés par rapport à la maladie. Il faut quand même rappeler que la variable la plus importante, c'était les infrastructures d'hôpital, le nombre de lits disponibles. Voilà. En même temps, la France ne se situe pas tout à fait en haut de tableau des pays les plus riches, et ça n'était pas non plus le pays le plus préparé, si on compare notamment avec le Japon, la Corée, qui avaient connu des virus un peu comparables dans le passé, qui eux étaient beaucoup plus disposés à faire face à un imprévu comme celui qui nous tombe dessus cette année. Du coup, la France se situe dans une place à peu près normale par rapport à ce qu'elle pouvait espérer au départ. Mais encore une fois, j'insiste sur ce fait parce que vous parliez donc de la politique de communication du président de la République et du gouvernement. Comme mon collègue, j'en suis absolument pas responsable. Mais ce qui est certain, c'est que, encore une fois, le gros risque aurait été de connaître en France ce qui s'est passé chez notre voisin en Italie et plus précisément en Lombardie, dans la région de Milan. Là, les hôpitaux ont été débordés, avec des conséquences catastrophiques sur les personnels soignants. Ça, on a évité ça, c'est vrai. On l'a évité. On l'a évité, pardon, mais on l'a évité grâce au personnel des hôpitaux, parce que c'est le personnel qui a trouvé les solutions pour les lits de réanimation, c'est pas le gouvernement. On l'a d'ailleurs pas tout à fait évité dans le Grand Est, où là, c'est vrai. Je crois que c'est votre confrère, le Canard enchaîné, qui a montré que là, on n'avait pas tout à fait évité. On l'a frôlé en région parisienne, on a évité la catastrophe. Le gouvernement a effectué une opération sur laquelle il n'a, à mon avis, pas suffisamment communiqué, qui avait l'air simple ou qui avait l'air tout simplement d'aller de soi. C'est le fait d'avoir pu envoyer des patients dans les hôpitaux du reste de la France dans lesquels il y avait des places disponibles. C'est une mesure qui n'a pas été super visible, etc., mais qui a été très importante. Très efficace. La différence. La France a joué sur la richesse de son arrière-plan territorial, si j'ose dire, pour sauver des vies. Et ça a été efficace pour les malades et puis également pour soulager un peu la peine des personnels hospitaliers. Et puis il y a eu l'aide aussi, d'ailleurs, on parle des régions en France et des hôpitaux, des CHU qui ont accueilli des malades un peu partout. Et puis il y a eu aussi, quelque part, nos amis allemands qui nous ont quand même aussi aidés dans ce travail de déplacement de personnes en réanimation pour qu'il n'y ait pas des blocages à certains endroits très spécifiques. Allez, vous êtes nombreux à nous appeler, 0826 300 300, vous avez la parole. Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. Valérie de Toulouse est avec nous. Bonsoir Valérie. Bonsoir et bonsoir à toute votre équipe. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Je rappelle qu'il y a notre débat. Covid-19, la bataille est-elle gagnée contre la maladie, comme l'a dit le président Macron hier, à votre avis ? Moi, j'ai jamais cru qu'on était en bataille. Ah bon ? Je trouve que le gouvernement a terrorisé sa population. Pour quel motif ? J'aimerais bien le savoir. Et maintenant, on en paye les conséquences parce que personne ne veut ressortir et ne veut repartir au boulot. On a une économie à plat. Alors, et comme vous le disiez très très bien, les directeurs des hôpitaux, ils se sont planqués, ils se sont confinés, et ce sont les médecins et toutes leurs équipes qui ont trouvé la solution pour nous doubler les lits de réanimation. Nous n'étions pas prêts, c'est un fait, alors que le gouvernement était informé depuis décembre, on le sait maintenant. Et donc, moi, je n'écoute plus leurs conneries, je vous assure. Ils mentent comme ils respirent. Ce sont des pieds nickelés. Et en plus de ça, ils ont fait passer des choses pendant ce confinement dont on ne parle pas, comme la décision de la Cour constitutionnelle allemande, comme le fait qu'il va falloir que nous déclarions tous au mois de septembre si nous avons des coffres, comme il y a certaines banques qui se comportent vis-à-vis de leurs clients. On est déjà au-delà de la loi Avia puisqu'il faut justifier des retraits à la banque postale.
À quoi ça va vous servir? Donc, il y a des choses qui se passent suite à ce confinement qui sont vraiment dangereuses. Moi, je n'ai jamais considéré que j'étais en danger. Je vous signale qu'on a passé le pic de l'épidémie de grippe mi-février. On a passé le pic des 100 000 personnes atteintes. On n'en a pas fait ce que Jérôme Salomon nous a seriné pendant des semaines. Oui. Donc, il faut arrêter de prendre les gens pour des andouilles. Vous protégez un petit peu? Vous avez quand même mis un masque ou pas du tout? Pas non du tout. Bon. J'ai eu la certitude par mon médecin que si j'étais atteinte, il me soignerait, que ce soit avec le protocole Raoult ou avec azithromycine et des céphalosporines de 3e génération qui ont prouvé leur efficacité. À partir de là, moi, si les gens ne veulent pas s'approcher de moi parce que je suis pas masquée, je ne m'en offusque pas. Je suis chef d'entreprise, j'ai protégé mes salariés, ça c'est clair, à leur demande. Ah ben quand même, mais oui. pour le Voilà. reste, pour le reste, mais c'est à leur demande. Et je considérais que c'était de ma responsabilité. Mais chez nous, dans notre famille, et pourtant on a une personne qui est fragile puisqu'elle est diabétique. Personne ne l'a eu chez vous? Personne ne l'a eu chez nous. Bon. Ou alors on l'a eu avant que ne soient déclarés les trucs. Ouais. Et puis voilà quoi. Mais moi, ce que je trouve inadmissible et ce qui risque effectivement, où on risque de voir réapparaître des clusters, c'est parce que on est toujours incapable de dépister et d'isoler les gens qui sont porteurs. Ouais. Frédéric Lapostole, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Valérie qui a un discours qu'on n'entend pas souvent, c'est vrai. Voilà, bon. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Alors, premièrement, pour être clair, heureusement qu'on l'entend pas souvent. Et ensuite, ce raisonnement peut avoir un fondement statistique légitime. C'est-à-dire que on dit qu'il y a 5% de la population seulement qui a été en contact avec le virus. Donc effectivement, statistiquement, je vais rencontrer dans 95% des cas une personne qui n'a pas été en contact avec le virus. Mais avec ces seulement 5% de personnes contaminées, on a quasiment 30 000 morts. Initialement, il était question d'avoir 60% de la population qui a été en contact avec le virus. Ça voudrait dire que la mortalité serait, de fait, 10 fois ce qu'elle est. Et donc, si on n'avait pas eu le confinement, et si on avait visé la stratégie qui consiste à dire, eh bien, voyons ce qui se passe, le risque était que les services soient débordés, effectivement, puisqu'on est passé très près, mais avec un prix à payer qui était aussi, c'est purement mathématique, hein, si 60% de la population est contaminée pour que l'épidémie disparaisse, ben, il y a 10 fois plus de personnes contaminées, donc il y a potentiellement 10 fois plus de morts. Et je vois pas pourquoi les personnes contaminées dans ces circonstances-là n'auraient pas la même mortalité. Donc le risque qu'on prenait, c'est d'avoir non pas 20 ou 30 000 morts, mais 200 000 ou 300 000. Voilà. Non mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que quand je préparais cette interview avec vous cet après-midi, je me suis dit à un moment, bon, c'est vrai que si on regarde par exemple le nombre de morts liés au tabac, on est quand même à 200 morts par jour. Donc après tout, on se dit, bon... Bah, la différence, elle est que si moi je fume, alors surtout aujourd'hui, ce ne fut pas vrai il y a quelques années, mais si moi je fume, je contamine pas mon voisin. Ouais, c'est ça. Et puis si je fume aujourd'hui, je vais mourir dans 25 ans. Oui, non, mais c'est ça. La différence aussi, c'est que si vous avez un engorgement brutal si vous avez un engorgement brutal des hôpitaux sur une période assez courte, on n'est pas du tout dans la lutte face au tabac. On est dans un désastre humain qui, jusqu'à maintenant, est évité. Ouais. Ce qui suppose effectivement de faire preuve d'un minimum de responsabilité vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres. Ouais. Merci en tout cas Paul-André Rosenthal d'avoir été avec nous. Merci à Frédéric Lapostole également. La fin de notre débat. Les vraies voix. Covid-19, la bataille est-elle gagnée contre la maladie, comme l'a dit le président Macron hier à l'occasion du lancement de l'année de Gaulle. Résultat sur les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Et score final sur les réseaux sociaux, beaucoup de commentaires appellent à la prudence. Soyons prudents, nous dit André, et ce score, donc 91% de nos auditeurs qui répondent non à notre question.